Bonjour les Itata, bienvenue dans votre émission Coutez ça. Aujourd'hui, nous parlerons d'une maladie auto-immune, encore très peu connue du grand public, le lupus. Et pour échanger à ce sujet, j'ai le plaisir de recevoir la présidente de l'association Lupus Antilles-Guyane, Madame Marie-Claire Norca. Bonjour Marie-Claire. Bonjour Astrid. Comment allez-vous? Oh, je vous dirais très bien. D'accord. Donc nous allons parler du lupus. Donc on en entend beaucoup parler depuis quelques temps puisqu'il y a une campagne qui est mise en place par l'URML, qui est l'Union des médecins libéraux, l'Union régionale des médecins libéraux. Donc en quoi consiste déjà votre association ALAG? ALAG, donc Lupus Antilles-Guyane, Oui. donc c'est le sigle. Et c'est une association de patients où justement les patients peuvent venir appeler, parfois être suivis. Quand je dis suivis, c'est-à-dire il y a un coup de mou ou quelque chose comme ça où on peut les réconforter, on peut leur donner l'écoute dont ils ont besoin et aussi le plus souvent leur dire un petit peu comment vivre et traverser cette maladie qui n'est pas commune. D'accord, c'est plus un soutien moral, psychologique? Alors, pour supporter les effets de cette maladie? Oui, alors moral, psychologique, on donne aussi beaucoup d'amour et aussi conduire dans la relation entre les personnels de santé, c'est-à-dire le CHU, et l'association et le patient lui-même, et aider aussi les familles. En fait, on va porter tout ce qu'on peut porter, même au niveau de l'alimentation, au niveau, en fait, de tout ce qui peut être hygiène de vie et qui permettrait à la personne de mieux traverser ce parcours. Alors, on va revenir à la source. Qu'est-ce que le lupus? C'est quoi le lupus exactement? Alors, le lupus, c'est, comme tout à l'heure vous avez dit, une maladie auto-immune qui... Donc, auto-immune, ça veut dire que notre système immunitaire se retourne contre nous, c'est ça? Plutôt que de nous protéger, là, c'est l'effet inverse. C'est exactement ça. C'est-à-dire que le système immunitaire va reconnaître les protéines du corps, quelles qu'elles soient, les cellules, quelle que soit la partie du corps, comme étant un ennemi. D'accord. Alors que théoriquement, il devrait protéger justement ce corps. Alors il va faire l'inverse, l'effet inverse, excusez-moi. Et l'auto-immunité, justement, mettra la personne vraiment dans une situation, je dirais, désastreuse en fait, si je peux dire ça. Et au fur et à mesure, il faudra... Bon, je vais dire de notre façon, si vous préférez, si vous voulez bien, Astrid. En fait, on aura un processus où c'est comme, dans le cas, par exemple, on est sur un terrain de football. Dans un terrain de football, on a un gardien et on a aussi, bon, les joueurs. A les défenseurs, les attaquants. On a les défenseurs, les attaquants. Et normalement, l'auto-immunité devrait défendre contre les attaquants de l'équipe adverse. Mais ce qui va se passer, l'auto-immunité va se retourner et il va feinter, on va dire, il va jouer contre son propre gardien. Donc quand on parlait de l'équipe adverse, on va dire que c'était les microbes en quelque sorte? Ah oui, virus, microbes, extérieur, tout ce qui peut porter atteinte au bon fonctionnement du corps. Et du coup, comment ça se manifeste? Comment on sait qu'on a un lupus? Alors, il faut déjà un diagnostic qui n'est pas facile à faire. Parfois, on a des diagnostics très, très longs. Et maintenant, c'est de plus en plus simple. Qu'est-ce qui cause cette attente, cette durée? Simplement parce qu'on a besoin de retrouver des symptômes cliniques, c'est-à-dire qui sont visibles. Donc, il faut un certain nombre quand même, parce qu'on sait que maintenant, c'est un petit peu moins long, mais il y a à peu près, on peut aller jusqu'à 11 symptômes. Mais là, on a, par exemple, il faut que le corps, donc on aura de la fatigue, par exemple, on aura des maux de tête, on aura des douleurs abdominales, etc. D'autres choses, on aura de la fièvre, etc. Mais comme tous ces symptômes ressemblent à des symptômes courants, alors on a du mal à faire le diagnostic. Donc, ce qui fait que le médecin va d'abord faire comment on va dire ça, une recherche biologique, c'est-à-dire avec des prises de sang
Et ensuite, il va vérifier que ces résultats sanguins puissent correspondre à des résultats cliniques, c'est-à-dire avec les symptômes associés. Alors, j'ai lu quelque part que sur 10 patients, 9 sont des femmes. C'est une réalité? C'est une maladie qui touche essentiellement les femmes? Pourquoi? Oui, c'est exactement ça, parce que en fait, comme cette maladie aura rapport avec le système hormonal. D'accord. Donc, ça veut dire qu'en fait, comme on sait que ces femmes-là, d'ailleurs, que ce sont des femmes en âge de procréer, et le système hormonal est plus actif et il va activer l'immunité, l'auto-immunité, puisque tout à l'heure on a parlé d'immunité, mais en fait, cette façon de fonctionner du corps s'appelle de l'auto-immunité. Alors, ça veut dire que si c'est pour les femmes en âge de procréer, une femme enceinte peut contracter aussi le lupus? Et est-ce qu'elle peut le transmettre à son embryon? Est-ce qu'on parle de contracter le lupus ou... Oui, alors, oui, on a justement le lupus, on va dire, juvénile, en fait, juvénile après, mais si la mère avait le lupus, elle va passer, puisque les anticorps vont passer de la mère au bébé, jusqu'à ce que le bébé soit en mesure de lui-même faire son système immunitaire, et à ce moment-là, tout sera rétabli. Bon, on a des cas beaucoup plus graves, mais en général, c'est comme ça. Donc, en général, la mère ne transmet pas forcément à son fœtus? Non, pas du tout. Dans le cas, par exemple, si on va donner un cas, moi, le lupus a été diagnostiqué juste après l'accouchement. Mais mon fils, lui, quand il est né, il était tout à fait... Il n'avait pas de symptômes, il était un bébé tout à fait normal. Est-ce qu'on a un terrain familial qui est propice au lupus? Est-ce qu'il y a un terrain particulier qui fait que mon grand-père ou ma grand-mère l'a eu, ma mère l'a eu, je l'aurai? Est-ce qu'il y a un terrain familial? En fait, je ne sais pas si vous voulez me dire si c'est héréditaire. Oui. Non, il n'y a pas d'hérédité normalement. Et là, dernièrement, avant on disait que ça pouvait être génétique, mais je crois que maintenant ils disent que non. Mais en fait, on peut trouver, ça peut sauter des générations. Donc, un grand-parent, un arrière-grand-parent pour en avoir, et que après ce sera l'enfant le petit arrière-petit enfant qui l'aura, ou bien il n'y a rien de visible, mais ce sera un cousin, une cousine. En fait, personne n'est à l'abri. Personne n'est à l'abri. Mais il y a une chose qu'on a pu constater, surtout aux Antilles, c'est qu'il y a des possibilités lorsqu'on a entendu quelqu'un, un parent, se plaindre de douleurs articulaires. On disait avant, manie rhumatise. Et on peut supposer que c'était peut-être ça, et que quelque part, on peut se dire que voilà, quelqu'un de la famille peut avoir cette maladie. Du coup, comme c'est lié aux hormones, est-ce qu'à la ménopause, on peut quand même continuer d'avoir le lupus, ou bien on a plus tendance à le voir disparaître? Est-ce que c'est une maladie qui peut disparaître aussi vite qu'elle est venue, aussi aléatoirement qu'elle est arrivée? Oui, à la ménopause, puisque justement, il y aura une baisse hormonale. Oui. Donc, souvent, on arrive à une rémission, puisque les anticorps seront encore là, les auto-anticorps seront là, mais on peut trouver une rémission au niveau de la ménopause. D'accord. Je parle déjà des personnes en ménopause, mais des enfants peuvent avoir le lupus. À partir de quel âge, à peu près? Je crois qu'il n'y a pas vraiment d'âge. Il n'y a pas vraiment d'âge, parce qu'on va avoir des enfants qui seront touchés. D'ailleurs, on ne sait pas trop comment et pourquoi. Mais on aura des jeunes avec, j'en ai connu dans l'association, on a reçu des jeunes qui avaient commencé à 3 ans. Il y en a eu un petit peu plus tard. Moi, mes premiers symptômes, je les ai eus un petit peu avant mes 7 ans. Donc, ça va varier. Mais le cas, au niveau des enfants, c'est quand même une situation assez rare, en fait. D'accord. Est-ce que c'est une maladie qui est invalidante? Est-ce que c'est une maladie qui peut empêcher d'aller travailler, qui peut nous bloquer au lit? C'est le cas? Tout à fait. Dans les formes sévères, par exemple, du lupus? Oui, tout à fait. C'est une maladie très invalidante. Et
elle peut commencer, parce qu'il y a des cas très graves et des cas moins graves. Donc, ce ne sont pas toutes les personnes qui ont le lupus qui vont être dans ce cas où ils ne pourront pas aller travailler. C'est au fur et à mesure que la maladie peut prendre de l'ampleur, mais on peut aussi avoir des maladies que lorsqu'elles apparaissent, elles sont déjà très virulentes. En fait, on aura des situations différentes pour une raison toute simple, c'est que chacun a son lupus. D'accord, j'ai cru comprendre que c'est une maladie assez complexe. On ne parle pas d'un lupus, mais des lupus. De plusieurs lupus. Donc, c'est effectivement, chacun est porteur à sa manière de son lupus. Du coup, est-ce que c'est une maladie qui est reconnue comme un handicap? Oui, tout à fait. C'est une maladie handicapante et c'est une maladie qui, parfois et souvent, donne un handicap invisible. C'est-à-dire que quand on regarde quelqu'un, on ne peut pas supposer que la personne est malade. Mais il y a, par exemple, tout à l'heure, on parlait des différentes sortes de lupus. On peut les regrouper en 3 sortes. Alors, il y a le lupus qui va être induit par des médicaments, un traitement. Et sitôt qu'on a terminé le traitement, c'est fini. Et puis, il y a celui qui va être au niveau physique, c'est-à-dire au niveau de la peau, où on va voir, ça va toucher le cuir chevelu, ça va toucher le visage. Alors, j'ai vu que lupus, le nom sortait de loup, du masque du loup, on dit. Ça se manifeste comment, justement? Alors, ça peut être comme un loup, comme le loup de carnaval, c'est-à-dire juste la bande qui touche les yeux, etc. Et puis, ou bien simplement avec les marques comme des ailes de papillon, où la peau sera touchée avec des exclamations, avec des boutons, où la personne à certains moments, ça peut être tout simple et que après la poussée, le visage de la personne redevient normal, mais il y a d'autres cas où la personne aura des cicatrices et qui prendra la forme du papillon. D'accord. Et du coup, le soleil est un danger pour les personnes atteintes du lupus, c'est ça? Oui, je dirais un ennemi. Un ennemi, oui, plus qu'un danger. Voilà, ce serait l'ennemi, c'est-à-dire que la personne qui est atteinte doit se protéger du soleil, et pas seulement du soleil, parce qu'on peut avoir des nuages, mais en fait, les UV qui vont passer à travers vont avoir le même effet. Donc, il faut se protéger. Au-delà des personnes atteintes du lupus, de toute façon, il faut se protéger la peau tout court du soleil. Hein. Tout à fait, puisqu'on sait que les UV sont cancérigènes. Donc, il y aura une manifestation qui va réveiller ce qu'on appelle les poussées, puisque le lupus fonctionne comme ça. À un moment, on peut être tranquille en rémission pendant un temps, qui peut être plus ou moins long, et puis on peut avoir un moment, parce qu'on aura un stress, parce qu'on ira au soleil ou autre chose, et qui va réveiller le lupus, donc on sera en poussée. D'accord. Alors je vois sur votre t-shirt de l'association Lupus Anti-Guyane un slogan « Pli bel remède l'embou ». Oui. Ça fait partie des remèdes essentiels à la rémission. Oui. Ah oui, nous, dans l'association, on l'a vraiment expérimenté, et on sait que plus on donne de l'attention, plus on donne de l'amour à celui qui est atteint de cette maladie, puisque c'est l'immunité lui-même. Donc, vous voyez que quand un enfant est malade, regardez déjà comment ça se passe. L'enfant est malade, il a de la fièvre, il saute maman, maman. Et maman dit oui, maman, il a un bisou, une attention, des bisous magiques. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Ça marche aussi pour le lupus? Oui. Ça marche pour le lupus, mais de façon différente, puisque ce ne sont pas des enfants. Mais ça marche énormément quand on prend le temps avec le malade. Et on l'aide, quoi. Parce que le malade, quand il est en poussée, il aura tendance à vouloir prouver aux autres qu'il est capable encore. Qu'il tient bon, pas seulement tenir bon, mais qu'il est normal. Donc, il va faire des choses incroyables, il va vouloir se donner un maximum, s'occuper des autres, faire du ménage, etc. Et l'amour permettra que, parce qu'on va le considérer, on va lui dire « Ok, tu as déjà assez fait ». Ou bien, nous sommes là avec toi, ne t'inquiète pas. Donc, toujours l'attention, toujours aller et aider justement le malade à se sentir bien, se dire oui, j'existe et que je vaux quelque chose encore, je suis pas finie et que ma vie a de la valeur. Très bien. En tout cas, cet échange est très passionnant.
Donc j'invite le public à 2 conférences, c'est ça, donc le jeudi 14, dans pas longtemps, à Fort-de-France, Oui. à l'espace santé et prévention à Sainte-Thérèse à 18 h, donc pour tout connaître sur le lupus. Donc aller un petit peu plus loin, donc qu'est-ce que le lupus, les symptômes, la prise en charge et comment on vit avec. Donc jeudi 14 à Fort-de-France à l'espace santé et prévention de Sainte-Thérèse et vendredi 15 au Marin à la Maison de la Citoyenneté qui se trouve au quartier Mont-Désir aussi à 18 h. Merci beaucoup Madame Norca pour cet échange. Oui, merci à vous de nous avoir reçus. Avec plaisir. Merci. Merci aux Itata, j'espère que cet échange vous a plu et puis quant à nous, je nous dis à très bientôt pour un autre Coutez ça.